Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale que j'anime avec Léon Dossou. Léon, bonjour. Bonjour. Nous recevons ce dimanche l'ancien ministre Théophile Yarou. Il est le premier secrétaire exécutif national adjoint du parti Force-Cori pour un Bénin émergent. Monsieur Yarou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, nous allons parler de l'actualité sociopolitique actuelle. Nous allons parler également de la position des FCBE par rapport à la résistance et des prochaines élections communales. Monsieur le ministre, si je ne me trompe, la dernière sortie publique que vous avez effectuée, c'était les 10, 11 et 12, c'était au Palais des Congrès lors du dialogue politique. Depuis, on ne vous a plus vu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi n'étiez-vous pas, par exemple, cette semaine à Parakou et à Abomey aux côtés des forces de la résistance? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné cette occasion depuis maintenant un peu plus de 2 mois. C'est vrai que j'ai décidé, comme certains camarades d'ailleurs, de garder le silence. Parce que pour nous, le silence est vraiment évocateur et le silence permet vraiment de régler un certain nombre de problèmes. Comme vous l'avez dit, notre participation au dialogue national a été diversement appréciée par les militants et par certaines personnes qui sont observatrices donc de la vie publique politique. Mais nous avons décidé de garder cette posture de sage pour donner une chance à la réconciliation au sein de notre parti politique. Inutile pour nous de sortir, de répondre aux provocations pour peut-être envenimer davantage la situation. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas fait. Ce que font les forces de la résistance aujourd'hui, selon vous, cette posture de sagesse vous amène à vous désolidariser de ce que fait la résistance? Je ne suis pas encore au niveau de la résistance, je suis déjà en train d'expliquer ce qui a fait que nous avons gardé silence jusque-là. Maintenant, nous ne tenons pas à la dernière sortie de la résistance parce que nous ne sommes plus de la résistance. Et quand je dis nous ne sommes plus de la résistance, je voudrais dire qu'il y a eu une décision du bureau politique, avant même la crise interne au sein du parti, de se retirer de la résistance. Et je voudrais vous dire que avant nous, avant le parti FCBE, l'USL déjà s'était retiré de la résistance. Alors, mais nous constatons malheureusement que certains camarades qui ont des accointances avec certains mouvements ou certaines formations politiques dans le passé continuent de participer aux réunions de la résistance. Et c'est l'une des causes de la crise à l'intérieur du parti, cette indiscipline au sein du parti. Donc, moi, je suis quelqu'un qui respecte les décisions. Lorsqu'une décision est prise de commun accord, dans un cadre habilité à prendre cette décision, eh bien, je la respecte. Vous avez décidé de sortir de la résistance. Pourquoi? Vous êtes un parti d'opposition. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de la matière. Vous savez... Pourquoi vous décidez de ne plus vous indigner? Non. Nous ne sommes pas dans une position d'indignation. Nous sommes dans une position d'opposition. Dans une position d'alternative à la gouvernance actuelle du président Talon. Alors, donc, nous ne sommes pas indignés. Nous sommes déçus. Nous ne nous retrouvons pas dans la ligne politique tracée par le pouvoir actuel. Et donc, par conséquent, de façon naturelle, nous nous retrouvons dans une opposition. Alors, mais je voudrais vous dire que j'ai eu au moins la chance de, j'allais dire, coordonner ou de diriger certaines réunions de la résistance. J'ai eu cette chance-là. Alors, nous sommes retirés tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. N'oubliez pas qu'au sein de cette résistance, nous avions plusieurs formations politiques et plusieurs personnalités politiques qui avaient chacune, en ce qui la concernait, un objectif précis. Et sur instruction du bureau politique de notre parti, nous avions invité l'ensemble des formations politiques pour définir un objectif précis pour la résistance. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à nous entendre sur un objectif. Eh bien, si vous n'avez pas les mêmes objectifs, inutile de continuer à faire la même lutte.
Donc c'est pour ça qu'on s'était retiré. Mais vous avez dit tantôt que vous avez décidé, vous avez pris cette décision de ne plus faire dans la résistance avant même la crise au sein donc, de votre parti FCBE. Tout à fait. Depuis cette décision-là jusqu'à aujourd'hui, certainement les choses ont évolué, la situation a peut-être changé. Est-ce que vous avez eu le temps de vous réunir encore tous ensemble pour décider d'une nouvelle posture à adopter? Je pense que certainement, effectivement, les choses ont évolué. D'abord, la décision de nous retirer de la résistance est venue avant les événements des 1er et 2 mai, c'est-à-dire avant même les élections. Et donc, les événements liés aux élections, puis ensuite les événements post-électoraux des 1er et 2 mai, effectivement, sont des éléments qui pourraient changer la donne. Mais nous ne sommes pas retrouvés pour discuter de la posture à adopter par rapport à cette résistance. En fait, qu'est-ce que c'est que la résistance? C'est quoi la résistance? Mais la résistance n'était qu'un changement de nom de ce que nous avions appelé la CDD, la Coordination pour la défense de la démocratie. C'est l'entrée au sein de la CDD de RE qui a changé le nom. Et l'entrée de RE a provoqué la sortie de l'USL de la CDD. Et donc, c'est ce reste-là que nous avons appelé la résistance, parce que ça a été apporté par le ministre candidat Zanaï. Mais depuis que nous avons mis en place la résistance, aucun mouvement coordonné n'a été organisé par cette résistance. Cette résistance s'est cantonnée dans des discours stériles, dans des discours qui n'apportent rien. Non, mais écoutez, c'est peut-être trop tôt, mais 3 ans d'opposition, 3 ans d'une organisation qui veut vraiment atteindre un objectif, ça suffit déjà pour faire une évaluation à mes parcours. Le président Talon a 5 ans pour son mandat. Nous nous sommes organisés d'abord en CDD, courant avril 2018, c'est-à-dire après le congrès des différentes formations politiques par exemple FCBE et l'USL. Nous nous sommes retrouvés pour mettre en place cette coordination. Mais depuis ce temps, il est temps qu'on évalue. Alors, ça fait la première fois que de façon officielle, nous entendons ce discours. Voilà. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, à 2 ou à 3 reprises. Ouais. Vous n'êtes plus membre de la résistance. Tout à fait. Est-ce que l'ancien président Boniaï pense exactement comme vous? Je pense qu'il le sait bien et peut-être que les événements des 1er et 2 mai ont pu changer sa manière de voir les choses avec cette résistance. Vous savez que dans cette résistance, nous ne sommes même pas arrivés à déterminer qui est le chef de file de la résistance. Pour ce que vous savez, pour la divergence un peu de nos intérêts politiques. Alors, donc, dans ces conditions, il y a un mot qui est souvent sorti par le président Soglo. Il dit, nous devons taire les contradictions secondaires pour nous occuper de la contradiction principale. Mais en réalité, les contradictions secondaires sont plus prononcées que même certaines contradictions, que la contradiction principale. Pourquoi? En dehors du FCBE, tous les autres qui sont venus sont des faiseurs de rois. Ce sont eux qui ont fait le président Talon. C'est eux qui l'ont amené au pouvoir. Quelle contradiction? Comment vous analysez les contradictions qu'il y a entre ceux-là et le président Talon et la contradiction qu'il y a entre FCBE et le président Talon? Il y a une asymétrie par rapport à la manière de nous positionner. Ceux dont vous parlez disent défendre la démocratie, tout comme vous. Ils ne défendent pas, certains ne défendent pas la démocratie. La plupart d'entre eux veulent se positionner en opportuniste. On le sait. Mais ce qu'il faut faire comprendre à ce peuple, qui tout le temps est dupé, mais qui oublie très facilement. Mais vous vous rappelez ici le combat que nous avons mené contre le président Talon et contre certains membres de cette résistance-là aujourd'hui, qui étaient les défenseurs inconditionnels
et très arrogant du président Talon. Mais aujourd'hui, les mêmes se retrouvent et disent vouloir défendre ce même peuple. Les mêmes qui avaient trompé ce peuple. Les mêmes reviennent dire, nous voulons vous défendre, nous défendons la démocratie, nous défendons quelque chose. Ils ne défendent pas la démocratie, ils défendent leurs intérêts. C'est tellement, c'est ça le problème, puisque les autres aussi vous accusent de poursuivre des intérêts opportunistes, puisque vous, par exemple, quand on vous a vu au dialogue politique, les gens n'ont pas compris. Les gens estimaient, puisque à la veille de ce dialogue-là, justement, vous avez dit que vous n'allez pas participer. Et 2 jours après, volte-face, vous participez à ce dialogue. Voilà. Est-ce que quelque part, ça ne paraît pas également opportuniste? Vous savez, dans un monde fait de manipulation, de mensonges, vous ne me retrouverez pas là. Je suis vraiment peiné de dire que cette opposition ou cette résistance que nous menons aujourd'hui est une résistance creuse, stérile, et où l'expression de la haine et de la méchanceté gratuite vraiment plombe tout. Plombe tout. D'abord, nous n'avions jamais dit que nous ne participerons pas au dialogue. Au niveau du parti, nous avons eu une réunion la veille, une réunion de réconciliation. Pas une réunion d'une instance du parti. Si c'était une réunion d'une instance du parti, il ne me revenait pas à moi, en présence du secrétaire exécutif national, reconnu légalement par la République, par les textes de la loi, présider la rencontre du 9. C'est moi qui ai présidé, parce qu'on trouvait en moi celui qui pouvait faire le pont entre l'ancien bureau politique et le nouveau bureau politique. Et c'est à ce titre que j'ai présidé cela. Et nous avons bien dit, c'est de nous retrouver pour dire si oui ou non, tout le monde acceptait le récépissé. Vous comprenez que dans un parti de cadres, où il y a beaucoup de cadres, que des gens disent, on ne reconnaît pas ce récépissé. Est-ce qu'il revient à eux de reconnaître le récépissé? L'instance qui est habilitée à délivrer le récépissé, c'est cette instance qui l'a délivré. Comment vous dites que vous ne pouvez pas reconnaître? L'authenticité de ce récépissé doit être vérifiée auprès de la structure habilitée à le délivrer. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui a délivré. Et les gens disent ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ne retrouvent pas leurs intérêts. Les intérêts de certains ne sont pas dans la légalité. Il faut le dire clairement. Mais nous ne pouvons pas, pour avoir été ce que nous avons été par la grâce du Seigneur et par ceux qui nous ont amenés à ce niveau, nous mettre dans une position d'illégalité. Vous dites qu'il y a possible. Nous ne pouvons pas faire un combat sain, un combat loyal en nous mettant hors la loi. Vous avez dit tantôt qu'il n'y avait pas de chef de file au niveau de la résistance. Oui. On a l'impression également qu'au niveau des FCBE, il n'y a pas de chef de file parce que les décisions généralement ne sont pas suivies. Chacun fait ce qu'il veut. La belle preuve, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez plus tellement en phase avec la résistance. Il y a eu ce communiqué de Paul Nompel, le secrétaire exécutif, qui a demandé aux militants de ne pas participer à l'événement qui a été organisé à Parakou. Mais on a vu d'autres membres de votre bureau, FCBE, justement, à Parakou. On se dit qu'il y a 2 ailes. Est-ce qu'il y a effectivement 2 ailes? Et quelle est l'appréciation du président Bouni Yali par rapport à tout cela? Qui dirige aujourd'hui la FCBE? Vous voyez, notre parti est une, disons, une conglomération de plusieurs personnalités politiques ou de plusieurs individualités qui n'ont pas une vraie expérience politique militante. Nous, le président... Vous estimez par exemple que quelqu'un comme Eugène Adatassou, qui a été coordonnateur du parti pendant, mettons, un peu moins de 10 ans, n'a pas d'expérience militante? Nous sommes combien à avoir milité au sein d'un parti vraiment un parti structuré? Nous sommes combien? Mais la plupart des personnalités politiques sont parties de l'Alliance. Il ne restait plus que quelques personnes. Et nous nous sommes mis ensemble pour dire, bon, disons, transformons l'Alliance en parti politique pour faire un apprentissage du militantisme. Donc nous sommes encore, pour la plupart des gens, qui ne sont pas habitués à la discipline du parti. Le parti FCBE n'a pas seulement un problème
n'a pas seulement un problème de diversité ou de plusieurs centres de décision. Nous avons un problème d'indiscipline. Nous avons effectivement un problème de leadership où chaque leader n'a pas encore oublié sa position qu'il avait dans une alliance. Dans une alliance, chacun donnait la consigne à suivre à ses militants au sein de l'alliance. C'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, nous avons un bureau politique. Le bureau politique décide et deux ou trois personnes disent non, nous ne sommes pas d'accord et donnent des consignes. Est-ce que ce n'est pas seulement depuis l'obtention, disons, certains le disent, miraculeuse de ce récépissé-là, que ces problèmes-là ont commencé par se voir, puisque vous étiez ensemble, on sentait une certaine homogénéité, on sentait une certaine entente en votre sein. Mais depuis que vous avez obtenu ce fameux récépissé, les problèmes ont commencé. Est-ce que quelque part, ce n'est pas là le problème? La façon non. Nous avions une certaine homogénéité apparente. Il y avait beaucoup de problèmes à l'intérieur. Vous savez, quand nous sommes allés au congrès de Parakou, et qu'il a été décidé que Eugène Azatassou ne sera plus le premier responsable de ce parti, il avait décidé de démissionner. C'est déjà des problèmes latents. Il voulait démissionner du parti. Il a fallu qu'on lui apporte quelques concessions. En plus de son poste de conseiller politique, nous l'avons fait directeur de l'école du parti. Est-ce que ce n'est pas humain, cette réaction qu'il a pu avoir? C'est tout à fait humain. Je ne dis pas que... C'est juste pour justifier qu'il y avait déjà des problèmes. Il y avait d'autres problèmes comme ça qui couvraient parce que, vous voyez, la position de Yarou et la position du ministre d'État Komi, c'était aussi un problème. Même la position de Djenotin, en termes de leadership au sein du parti, ce n'était pas Djenotin. Si on voulait faire en fonction du poids électoral de chacun d'entre nous, Djenotin n'aurait jamais été le secrétaire exécutif de ce parti. Donc, il y avait effectivement des problèmes, mais que nous avons décidé de gérer à l'intérieur du parti. Et c'est ça qui a été bien. Parce que ces problèmes étaient en défaveur de ceux-là qui avaient déjà la notion de discipline de groupe. Mais lorsque les choses ont changé, l'obtention du récépissé, c'est quoi le miracle? Y avait-il une autre manière d'obtenir ce récépissé sans passer par le ministère de l'Intérieur du gouvernement des talents? Y en avait-il? Non. Y avait-il une autre manière d'obtenir ce récépissé sans se conformer aux exigences du ministère de l'Intérieur? Non. Monsieur le journaliste, si vous allez aujourd'hui dans une mairie pour prendre votre acte de naissance, ils vont vous imposer les règles ou les pièces, les modalités à fournir. Vous les faites, on vous donne votre pièce. Mais est-ce le fait... ce qu'on appelle les règles non négociables? Est-ce le fait de vous avoir donné votre acte de naissance dans une mairie dirigée par un maire rupturien fait de vous un rupturien? Théophile Yao, vous êtes responsable au sein Oui. du parti, Oui. comme Paul Rompert. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'expliquez pas ceux qui sont aujourd'hui en train de semer Les dissidents. Voilà. Les dissidents. Pourquoi est-ce que vous n'expliquez pas aujourd'hui ces dissidents? Parce qu'on a l'impression que vous êtes responsable au sein du parti, mais que vous n'avez pas un pouvoir de décision. Et derrière, tout le monde se dit que les dissidents sont les enfants de Boniaï. Bien, voilà la posture qu'ils veulent avoir. Et ils l'ont toujours voulu. Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est des gens qui sont venus. Mais est-ce que ce n'est pas vrai? Parce qu'on a vu, le président Boniaï, il a fait un bref passage au pays la dernière fois. Vous n'étiez pas là. Oui. Mais ceux-là dont vous parlez, ils Oui. étaient là. Est-ce que vous savez qu'ils avaient l'information et ils ont retenu, ils ont fait rétention de l'information. Vous êtes la deuxième personnalité du parti. Pourquoi le président Boniaï n'échange pas directement avec le président? Ça, écoutez, ça c'est le problème du président Boniaï. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me donner l'information. Ça, je ne sais pas. Il aurait pu effectivement m'appeler pour dire je viens et je vais vous voir. S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je voudrais dire tout simplement, vous voyez, nous sommes dans un parti politique où il y a des gens qui ne peuvent pas se faire élire sans le nom Boniaï. Ce n'est pas le cas avec certains d'entre nous. Certains d'entre nous étaient déjà des élus dans leur localité avant le régime Boniaï en 2006. Mais il y en a
Aujourd'hui, si vous allez, eux-mêmes là, ne peuvent même pas aller se présenter devant la population pour dire « je veux être votre leader » parce qu'ils n'ont jamais été leur leader. Mais moi, depuis que nous avons quitté le pouvoir, la charge politique, militante que j'ai vis-à-vis de ma base, ce n'est personne qui me finance pour pouvoir le faire. Donc, par conséquent, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ma base. Et cette base, j'ai eu l'autorisation de cette base de procéder ainsi, d'aller vers le sens de la légalité et d'amener le parti vers les élections. Vous parlez justement de votre base. Le 10 décembre, quand l'aile dissidente, on va les appeler comme ça, oui, était au Majestic avec les forces de la résistance, vous étiez, attendons sur les réseaux sociaux, à Sinandé. Oui. Paraît que vous avez été chassé à Sinandé. Oh, voilà, c'est cette résistance de mensonges. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas la peine que moi, Théophile Yarou, je ne peux pas être dans des histoires comme ça, où on n'invente que des mensonges. Finalement, le peuple finira par croire que tout ce que nous disons du président Talon n'est que mensonge, n'est que simplement méchanceté, n'est que jalousie, etc. Il faut être sérieux. Quand on est un homme politique, on doit être sérieux. Et quand on est encore de l'opposition, on doit être encore plus sérieux pour vraiment que le peuple vous croie et que le peuple sache que celui-là, il a la vérité. Mais quand chaque fois, pour détruire votre adversaire, vous ne procédez pas du mensonge, un jour, ce sera su. Qu'est-ce qui s'est passé à Sinandé? Je peux vous donner le film entier de ce qui s'est passé. Rien ne s'est passé à Sinandé. Je suis sur mon territoire. Et tous savent. À Sinandé, nous avons été ovationnés. Et à Sinandé, nous avons été encouragés parce qu'à Sinandé, tous les militants veulent aller aux élections. Très bien. Est-ce que vous ne créez pas quelque part un mot d'ordre du président d'honneur Boni Yayi qui irait contre votre dynamique à vous? Je parle du parti, en tout cas vous, Paul Groupet et consorts. Est-ce que vous ne le créez pas? Est-ce que juste par un simple mot, Boni Yayi ne signerait pas votre mort? Non. Mais Boni Yayi n'a pas signé ma vie. La mort de quoi? Mort politique. Mais écoutez, même n'importe qui aujourd'hui doit craindre avoir une adversité politique avec le président Boni Yayi. Ça là, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, nous avons travaillé, et c'est nous qui avons travaillé, pour que ça soit comme ça, pour que l'aura du président Boni Yayi soit ce qu'il est aujourd'hui. Et cette aura aujourd'hui est liée à sa personnalité. Nous avons travaillé, et les gens nous l'ont reproché, le culte de la personnalité, nous avons travaillé pour ça. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut craindre que Boni Yayi dise, bon, je ne suis pas d'accord avec eux, ça va avoir effectivement son effet. Mais ça ne peut pas tuer tout le monde. Ça, vous devez le savoir. Moi, ça ne peut pas me tuer parce que j'étais là, je vivais. Alors, pour finir rapidement avec le fonctionnement interne des FCBE, de la crise que traverse le parti et aborder d'autres points, Léon va reprendre la parole tout à l'heure. Toujours dans le cadre de la résolution de cette crise, vous étiez à Abuja, vous avez rencontré, j'espère que c'est à Abuja. Abeokuta. Vous avez rencontré l'ancien président Olusegun Obasanjo. Que vous a-t-il dit? Non, mais écoutez, cet homme, c'est un grand homme. C'est un président qui va au-delà du Nigeria. Sa carrure et son expérience vont au-delà du Nigeria. C'est une référence en Afrique. Quand on est allé, nous avons tenu un mémorandum en version française et en version anglaise. Dès que le président nous a reçus, il nous a dit ceci. Monsieur le ministre, vous avez raison. Vous avez fait le bon choix de rester dans la légalité. Aucun combat illégal aujourd'hui avec le président Talon ne pourra le faire peur, ne pourra le contrarier. Il faut être dans la légalité. Mais il nous a dit ceci. Mais n'abandonnez pas la lutte. Maintenant que vous êtes dans une situation de légalité, il faut reprendre le combat. Voilà ce que le président nous a dit. Mais nous avons voulu avoir une réunion avec tous les dissidents pour leur dire, écoutez, notre objectif c'était d'avoir la légalité pour poursuivre le combat. Mais ils n'ont pas attendu. Tous les jours que Dieu fait, c'est des traites, ils ont été payés, ils ont été vendus. J'ai dit que c'est enfantin. Parce que si vous ne pouvez pas faire la politique, il faut sortir. La politique, ça ne s'arrête pas à cela. Donc, tout le monde connaît les relations qu'il y a entre le président Boni Yayi et le président Olusegun Obasanjo. Vous allez le rencontrer. Est-ce que quelque part, vous n'étiez pas à la recherche peut-être d'un lobbying, à la recherche d'un parrainage
Est-ce que ce n'était pas la réunification que vous tentez par là? Non, effectivement, ce que nous recherchions, c'était d'avoir la compréhension du président Boni Yayi par rapport à notre position. Effectivement, le fait tout simplement que le président Boni Yayi n'ait pas appelé le premier responsable qui est resté au pays du parti pose un problème. Il faut reconnaître les choses. Et par rapport à ça, moi personnellement, j'ai demandé à le rencontrer, à le président. Mais je n'ai pas eu l'occasion. Il m'a tout simplement fait savoir qu'il ne reçoit pas à Lomé, là où il est en ce moment. Mais nous nous sommes dit, en allant vers le doyen Olusegun Obasanjo, que ça pourrait nous aider à faire entendre notre voix. Parce que jusque-là, nous ne savons même pas si le président Boni Yayi sait pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait. Alors, qu'est-ce qu'il a dit par rapport au récépissé que vous avez obtenu? Mais il s'est prononcé par, je ne sais pas, moi j'avais dit au cours d'une émission, est-ce que c'est un truc fake news, je ne sais pas, mais d'après certains collègues qu'il aurait pu contacter, mais le président a dit, ce que vous avez fait n'est pas mauvais, mais vous n'auriez pas dû enlever vos camarades. Mais le président avait-il un autre moyen d'obtenir ce récépissé? Ce n'est pas possible. Et puis, la crise au sein de notre parti politique, il n'y a que deux personnes qui sont... Enfin, une seule personne qui a créé la crise. C'est qui? C'est le ministre Djenoté. Parce que... Comment a-t-il créé la crise? Mais justement, son intérêt, il fait toujours passer son intérêt avant l'intérêt du parti. Il l'a fait lors des législatives, au moment où il n'a pas pu avoir son quitus fiscal. Djenoté a dit clairement que si lui, Djenoté, n'avait pas son quitus fiscal, il n'était pas question que le parti se présente aux élections législatives. Il n'était pas premier responsable du parti, c'était pas lui le premier. Non, si, c'est à lui. Est-ce que c'était pas donc... Comment est-ce que pour des millions de Béninois, vous allez faire passer votre intérêt personnel devant l'intérêt de tout le monde? Plutôt une tentative de déstabilisation du pouvoir du parti par cette... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a mis là? Est-ce que c'est son poids électoral ou son poids politique qu'il a mis à ce poste? Aujourd'hui, monsieur le ministre, oui? Qui est le porte-parole du parti FCBE et est-ce possible encore une réunification? D'abord, la réunification est possible et c'est pourquoi jusque-là, nous avons décidé de ne répondre à aucune provocation. Mais ensuite, parce que vous savez comment le problème est arrivé, la crise est arrivée. C'est le porte-parole qui reçoit des ordres en dehors des responsables du parti que nous sommes. D'ailleurs, je ne veux pas, il reçoit d'ordres de plusieurs... hein? De quelqu'un en tout cas. En tout cas, de plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais, vous savez, il est sorti seul, faire une conférence de presse seul, pour donner la position du parti par rapport aux formalités, aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Alors que 2 jours auparavant, le bureau s'est réuni et a décidé d'aller et de faire les formalités demandées par le ministre de l'Intérieur pour avoir le récépissé. Mais 2 jours après, seul, il va, il présente pour dire non. Alors, donc, pour dire que dans les nouveaux textes, il n'y a plus de porte-parole du parti. C'est pour éviter ce genre de choses que nous avons décidé de faire comme ça. Il nous reste moins de 10 minutes. Oui? Comment est-ce que vous voyez l'avenir des FCBE? On a l'impression qu'avec les tournées qui sont organisées actuellement avec la résistance, que vos collègues, l'aide dissidente justement, qu'ils sont déjà en campagne pour les élections communales, comment est-ce que vous allez préparer les élections communales? Comment est-ce que vous voulez aller à ces élections quand vous ne vous faites pas entendre? Comment est-ce que vous allez pouvoir confectionner une liste? Est-ce que vous allez participer aussi à ces élections? D'abord, une chose est sûre, nous participerons à ces élections. Si nous avons pris le récépissé, c'est pour cette raison. Mais ensuite, si nous sommes allés au dialogue, c'est parce qu'on veut aller aux élections. Parce qu'on s'était dit quoi? On s'était dit que le dialogue était convoqué pour toiletter les tests liés aux élections. Et si nous FCBE, ayant eu le récépissé, on n'y allait pas, les gens pouvaient prendre des décisions sur notre dos. Et même, ce gouvernement est encore capable de nous exclure parce que nous ne serions pas allés à ce dialogue. Donc, on n'avait pas voulu prendre des risques d'exclusion. Maintenant, nous, cette aile dissidente dont vous parlez, est-ce que cette aile est en campagne pour préparer les élections? Moi, je ne sais pas. Avec quoi? Avec quel document? Avec quelle légalité? Il y aura une bataille, vous pensez?
pensez qu'il y aura une bataille peut-être juridique? De quoi? Il n'y aura aucune bataille juridique parce que nous avons un récépissé qui est authentique. Et nous autres, nous irons aux élections avec ce récépissé. Maintenant, si c'est libre, les élections, ce n'est pas obligatoire. Il est libre à chacun de se présenter. Nous allons présenter et nous sommes toujours FCBE. Nous sommes toujours FCBE et soutenus et créés par le président Boni Yayi. Personne ne peut nous chasser du président Boni Yayi. Ils ont plutôt intérêt à se rallier. S'ils ont d'autres choix, ils peuvent faire, mais moi, je ne sais pas. Alors, ce dialogue, vous y avez... Qu'est-ce que vous avez gagné dans ce dialogue auquel vous avez participé, finalement? Nous avons gagné beaucoup de choses dans ce dialogue. Juste quelques jours, pour ne pas dire quelques heures après la fin de ce dialogue-là, on vous a vu sur les médias critiquer un projet auquel vous n'auriez pas adhéré. Écoutez, moi, je suis vraiment droit dans ma posture. Je n'aime pas le mensonge et je n'aime pas la trahison. Nous sommes allés à ce dialogue pour un objectif précis. Nous avons gagné la libération des jeunes emprisonnés. Nous avons gagné la révision de la charte. Nous avons gagné un statut de l'opposition et évidemment, il y a eu des négociations pour que nos exilés politiques, parce qu'ils ont bien précisé, exilés politiques, Alors, dites-nous, il y a une nuance, reviennent au pays. Il y a une nuance, exilés politiques. D'après le gouvernement, il y a une nuance. Il y a les exilés politiques et il y a les exilés... Est-ce que vous considérez Valentin Dianoté et Komi Kouché comme des exilés politiques? Non, c'est au gouvernement qu'il faut poser cette question. Pour nous là, ils sont tous des exilés politiques. Mais le gouvernement nous a dit qu'ils ne sont pas tous des exilés politiques, qu'il va examiner au cas par cas et nous dira ceux-là sont des exilés politiques et ils pourront rentrer au pays. Alors, Léon nous a posé la question tout à l'heure. On a bien envie de savoir aujourd'hui, de connaître quelles sont vos relations avec le pouvoir actuel, puisque il n'y a pas très longtemps, on a célébré les 3 ans du lancement du PAG. Est-ce que vous voyez des choses vraiment avancer, bouger dans le pays? Parce qu'on a passé 30 minutes avec vous, on a parlé. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui? Je ne sais même pas que... La gouvernance talent. Je ne sais même pas qu'ils ont fêté 3 ans de PAG. Le PAG, je l'ai lu au début en 2016. Après ça, je l'ai mis quelque part et je n'ai plus jamais revu cela. Tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans ma ligne politique. Donc, que le gouvernement réalise 30, 40, 50, 100% de ce PAG, moi, ça m'est égal. Ce n'est pas mon PAG. Donc, aujourd'hui, évaluer le PAG, donner mon avis sur le PAG, non. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de l'opposition? Le rôle de l'opposition est de critiquer. Il y a la cause commune. Le rôle de l'opposition, le rôle de l'opposition est de critiquer. Mais le gouvernement n'a pas créé les conditions légales et législatives pour nous permettre de nous exprimer légalement. C'est ça qui fausse le jeu. Si on était dans une condition vraiment légale, nous allons même aller plus loin que la critique. Nous irons jusqu'à faire des propositions parce qu'il s'agit de notre pays. Il ne s'agit pas du pays du président Talon. Non, de mieux en mieux, les choses se reprécisent. C'est-à-dire que, par exemple, s'il n'y avait pas eu cette révision de la Constitution unilatéralement, ils auraient vraiment créé une petite condition. Et même avant d'aller à cette révision de la Constitution, il aurait fallu tout simplement que le gouvernement associe toutes les couches sociales. Parce que je me rappelle encore en 1991, il y a eu une tournée nationale pour la vulgarisation du texte et pour recueillir les amendements de la population. Moi, j'ai participé à cette réunion-là en Dali, fortuitement. On était en réunion, en tournée politique, de formation d'un parti politique, on était en Dali, quand la délégation est arrivée, et moi j'ai participé à cette réunion. Actuel, comment est-ce que ça pouvait se faire? Dans le contexte actuel, il suffisait tout simplement que le président Talon dise les partis politiques, c'est-à-dire mettre sur pied un comité où il y a toutes les tendances et organise une tournée nationale de vulgarisation du projet de texte et recueille, disons, les amendements et faire une synthèse pour aller vers la révision constitutionnelle. Sauf que c'est le Parlement qui va l'accueillir finalement. C'est ce Parlement que nous contestons. Léon Doussou, voilà, je pense que nous sommes au terme de cette émission. Déjà. Vient de s'écouler. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter, quelque chose qui... Oui, j'ai un petit mot à ajouter.
je voudrais demander aux militants FCBE de faire très attention. Nous ne sommes pas venus ou nés de la dernière pluie. Nous sommes des observateurs avertis de la vie politique. Quand nous leur disons quelque chose, et qu'un Quidam se lève et met dans les réseaux sociaux, Yarou est vendu, Paul Humpé est vendu, et que la population croit à cela, franchement, je pense que c'est une population qu'on peut manipuler à tout moment. Si vraiment les gens croient à cela, ça veut dire que la population est manipulable. Et si le politique sait que la population est manipulable, la politique va lui servir vraiment des choses impossibles et elle sera obligée de suivre. Deuxième chose, je voulais leur dire, mais hier là, il ne faut pas que les militants FCB oublient. Qui a amené le président Talon au pouvoir? Ce n'est ni Koupaki, ce n'est ni Biochani, ce n'est ni Bien Robert, mais c'est ceux aujourd'hui qui sont au niveau de la résistance. Ceux-là n'étaient pas candidats contre le président Talon. Vous voulez parler par exemple du président Séfort de je ne veux pas donner de nom à ce niveau. Bon, alors, mais ces gens-là aujourd'hui viennent et vous disent, suivez-nous, les Yarous ne sont pas bons, alors que c'est les Yarous qui ont combattu le président Talon. Merci, monsieur Théophile Yarou. Merci beaucoup. Le premier secrétaire exécutif national adjoint du parti Foscori pour un Bénin émergent. Merci d'avoir répondu à nos questions. On retient avec vous aujourd'hui que les FCBE ne sont plus membres de la résistance. Tout à fait. Merci, chers téléspectateurs. Merci, Léon Dessous. Merci, à bientôt.